Le président de la République reçoit un message écrit du président de la République du Tchad et accorde une audience à la ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés de la République de Guinée-Bissau. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de suivre le processus de recrutement de 3000 fonctionnaires et agents contractuels de l'État. L'Assemblée nationale adopte 2 projets de loi portant modification et complément du statut des officiers et des personnels non officiers de l'armée nationale. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. D'abord, ce message du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, au président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État lui a exprimé ses chaleureuses félicitations en souhaitant au peuple biélorusse davantage de progrès et de prospérité. Il a aussi réitéré son engagement à poursuivre les efforts pour renforcer et développer les relations de coopération existantes entre nos deux pays au service des intérêts de nos deux peuples amis. Je vous le disais en titre, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu ce jeudi un message écrit du président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Le message lui a été remis par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, accompagnée d'une délégation de son pays. Fatima Aldine Garfa s'est confiée à notre micro à sa sortie d'audience. Nous sommes arrivés aujourd'hui à Nouakchott pour porter un message du président de la République du Tchad, le chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, à son homologue, le président de la République de Mauritanie. Nous avons été reçus tout à l'heure par son Excellence, Monsieur le Président de la République de Mauritanie, chef de l'État, à qui nous avons transmis le message de son homologue et frère du Tchad. Nous avons aussi transmis au chef de l'État une invitation officielle à participer au Forum africain de l'eau qui sera organisé à N'Djamena les 15 et 16 juillet 2026. Le président de la République a envoyé aujourd'hui un message au président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, Carlos Manuel Villanova. Il lui a été remis par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Mokhtar El-Hussein Oulam. Ce dernier a déclaré que le président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe a exprimé sa haute appréciation des relations unissant les deux pays et l'a chargé de transmettre les salutations fraternelle et les vœux à son frère et ami, le président de la République islamique de Mauritanie. Il a aussi assuré qu'il accorderait toute l'attention requise au message qui lui a été remis, reflétant ainsi la profondeur des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays ainsi que leur volonté commune de les renforcer davantage. L'honneur d'être reçu par son Excellence, le Président de la République, et de m'entretenir avec mon homologue, les ministres des Affaires étrangères, ainsi qu'avec plusieurs membres du gouvernement, notamment du commerce, de la pêche, de la santé et du enseignement supérieur. J'ai également rencontré le représentant du secteur privé, notamment la Chambre du commerce. Ces échanges ont confirmé une conviction que la Guinée-Bissau et la Mauritanie disposent d'économies complémentaires et d'un potentiel considérable pour développer nos pays.
nous avons identifié des opportunités spécifiques, telles que dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'économie bleue, le commerce et la santé, et très spécifiquement les investissements privés. C'était donc l'audience que le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, avait accordée à la ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés, Fatoumata Diao, qui s'était exprimée. Ensuite, le ministre secrétaire général au président de la République, M. Al-Hussein Mourtalam, était l'envoyé spécial du président de la République au niveau de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. M. Manuel Villanova, le président, le message lui a été remis par le ministre, donc secrétaire général du gouvernement. Ce dernier a déclaré que le président de la République démocratique de Sao Tomé a exprimé sa haute appréciation des relations unissant les deux pays et l'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles et ses meilleurs vœux à son ami et frère, le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. L'actualité à la primature marquée aujourd'hui par la réunion du comité ministériel chargé de suivre le processus de recrutement de 3000 fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Le comité a examiné le niveau de préparation pour le lancement de la deuxième phase du concours, à la vérification de l'achèvement de toutes les procédures et à la prise en compte des observations tirées de la phase précédente. Le Premier ministre El Morsar Ouledjei, qui a présidé les assises de la réunion, a expliqué que la phase précédente a abouti au recrutement de 313 ingénieurs en informatique, de médecins généralistes et de médecins spécialistes et a permis de sélectionner les meilleures compétences nationales selon des critères de mérite et de compétences, reflétant ainsi la validité de l'approche adoptée et l'efficacité des mesures prises. Le Premier ministre a félicité le comité technique pour le rôle qu'il a joué, saluant les résultats de son travail marqué par la transparence et l'intégrité du processus, tout en appelant à maintenir la même approche lors des phases prochaines. Il a aussi félicité la Commission nationale des concours pour sa supervision remarquable et les grandes améliorations apportées à l'organisation du concours. Le Premier ministre a enfin instruit les membres du comité de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'organisation des phases suivantes dans les meilleures conditions afin d'assurer la continuité du concours selon la même méthodologie. On passe à l'actualité parlementaire avec l'adoption de 2 projets de loi portant modification et complément du statut des officiers et des personnels non officiers de l'armée nationale. Les 2 textes étaient défendus par le ministre de la Défense nationale, des retraités et des enfants des martyrs. Le point sur cette plénière avec Maïmouna Lo. L'Assemblée nationale a adopté au cours d'une séance publique tenue hier sous la présidence de son président, Mohamed Bamba Maguette, 2 projets de loi modifiant et complétant le statut général des officiers de l'armée nationale ainsi que celui du personnel non officier. Les députés ont salué l'importance de ces 2 projets de loi, considérant qu'ils représentent une étape cruciale vers la modernisation du système législatif de l'institution militaire et le renforcement de son professionnalisme. Ils ont également loué le rôle joué par l'institution militaire dans l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans le pays, notamment face aux mutations géopolitiques. Par ailleurs, ils ont appelé à poursuivre l'amélioration des conditions matérielles et morales des militaires, en particulier ceux déployés dans les zones frontalières, ainsi que des retraités des corps militaires et de sécurité en reconnaissance des sacrifices consentis au service de la patrie. Dans sa présentation du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 64-130 du 14 juillet 1964 fixant le statut des officiers de l'armée d'active et de réserve, le ministre de la Défense, des retraités et des enfants de martyrs, Hanan Ould-Sidi, a expliqué que ce texte constitue le cadre juridique de référence pour la carrière des officiers. Il a précisé qu'ils avaient été initialement élaborés dans un contexte institutionnel et opérationnel fondamental différent de la réalité actuelle des forces armées nationales, que ce soit en termes d'évolution des structures organisationnelles ou de diversification des missions qui leur sont dévolues. Le ministre a souligné que ces nouvelles modifications visent à élargir le champ d'application des dispositions de ce statut pour inclure l'ensemble des officiers
des forces armées afin de soutenir l'unification de la référence juridique et de renforcer la cohésion institutionnelle entre les différentes formations militaires, renforcer les dispositions légales relatives aux cas de désertion et à leurs conséquences administratives et professionnelles, garantissant ainsi un traitement strict de ces actes dans un cadre légal rigoureux. Créer de nouveaux grades militaires au sein de la catégorie des officiers généraux pour répondre au développement continu de l'institution militaire au niveau des structures, des commandements et des missions stratégiques. Cela offrira un cadre plus adapté à la gestion des hautes fonctions et à la représentation des forces armées nationales dans les différentes instances militaires régionales et internationales. Renforcer les obligations de réserve et de secret professionnel afin de mieux protéger les informations et données liées à la défense et à la sécurité nationale et de préserver les intérêts supérieurs de l'État. Concernant le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2011-016 du 27 février 2011 fixant le statut du personnel non officier de l'armée nationale. Le ministre a indiqué que ce texte constitue le cadre juridique de référence régissant la carrière de ces personnels ainsi que les droits et devoirs qui découlent de leur statut au sein des forces armées. Il a précisé que la modification proposée vise à harmoniser le texte avec les transformations qu'a connu l'institution militaire, garantissant ainsi une gestion plus efficace des ressources humaines et ancrant les principes de discipline et de commandement militaire. Créer de nouveaux grades militaires pour le personnel non officier au sein des catégories des soldats et des sous-officiers, renforcer les dispositions légales relatives aux devoirs de réserve et aux secrets professionnels, que ce soit pendant ou après la fin de la période de service. L'Assemblée nationale qui a par ailleurs consacré aujourd'hui une séance plénière à l'audition du ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, M. Ahmed Salem Bedeshfaqa, a répondu à une question orale du député Yahya Oulouloud relative à l'expansion rapide de la numérisation des services publics et l'absence d'un centre national de données au niveau tiers 3, apte à héberger les données sensibles et enfin, au lieu d'hébergement des citoyens, aux données des citoyens en particulier, celles de l'état civil et des transactions financières. Bokar Baylaba revient sur la réponse du ministre. Dans sa question, le député Yahya Ouloud a souligné que l'expansion rapide de la numérisation des services publics et financiers soulève des interrogations quant à la souveraineté et la protection des données nationales, notamment en l'absence d'un centre national de données de niveau 3 apte à héberger les données sensibles. Il s'est interrogé sur les lieux d'hébergement des données des citoyens, en particulier celles de l'état civil et des transactions financières, ainsi que les garanties techniques et juridiques assurant leur protection contre les cyberattaques et toute exploitation extérieure. En réponse, le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salem Bedeshfaqa, a déclaré que la création d'un département ministériel indépendant chargé de la transformation numérique, sur instruction du président de la République, M. Mohamed Roucheikh Al-Ghazouani, a permis d'enregistrer des avancées significatives dans le domaine de la numérisation. Et il a précisé que plusieurs services numériques sont désormais accessibles aux citoyens, contribuant à la simplification de leurs démarches administratives quotidiennes. Et il a précisé que cette évolution s'est accompagnée d'un important effort de renforcement de la sécurité des systèmes d'information, soulignant qu'un travail considérable a été accompli dans ce domaine, bien qu'il soit peu perceptible pour le grand public. Le ministre a présenté aux députés les principales réalisations du secteur depuis sa création en 2021, indiquant que le ministère a mis en place un centre national de données répondant aux normes internationales vers lequel ont été transférés l'ensemble des serveurs de l'administration publique auparavant dispersés dans l'ancien bâtiment du gouvernement. Et il a précisé que ce centre est doté des technologies les plus récentes en matière d'hébergement des données. Ahmed Salem Bedeshfaqa a expliqué que l'infrastructure du centre repose sur une architecture hyper convergée, garantissant la continuité des services numériques, même en cas de défaillance d'un serveur, tout en offrant une grande capacité d'extension
afin de répondre aux besoins futurs grâce à des grappes de serveurs indépendantes hébergeant les données des différents départements ministériels. Le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration a rappelé que la Mauritanie a lancé il y a quelques jours son premier cloud national, une réalisation qui renforcera l'autonomie du pays en matière d'hébergement des données et mettra fin au recours aux plateformes d'hébergement étrangères pour assurer la disponibilité des services numériques comme cela était le cas auparavant. Autre ministre auditionné, celui de la pêche et des infrastructures maritimes et portuaires, que la députée Mme Aziza Mitjoudou a interpellé sur les justifications de la pression contenue sur le stock de sardines qui pose, selon elle, de menaces sérieuses sur la paix sociale et la sécurité alimentaire. C'est un récit de Mohamed Khattab. C'est une plénière consacrée à l'écoute des réponses du ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires, M. Mokhtar Ahmed Bousseif, relative à une question orale posée par la députée Aziza Mitjoudou. La députée a déclaré que la situation des ressources halieutiques, notamment le stock de sardines, n'est plus un simple dysfonctionnement technique, mais est devenue une question d'une gravité extrême, menaçant la paix sociale et la sécurité alimentaire, en soulignant que les rapports de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche ont averti que ce stock est au bord de l'effondrement, et elle s'est interrogée sur les justifications de la pression continue sur ce stock malgré ces avertissements. En réponse à cette question de la députée, le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires, M. Mokhtar Ahmed Bousseif, a précisé que les rapports périodiques émis par l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche, qui est une institution rendant compte au ministère, reflètent un niveau élevé de transparence dans l'information du public sur la réalité des ressources halieutiques, affirmant que la publication de ces données permet aux citoyens de connaître la véritable situation du stock et de distinguer entre les données scientifiques et les informations inexactes circulant sur l'épuisement des ressources maritimes. Il a ajouté que la quantité exploitable des poissons pélagiques est estimée à 1,353 millions de tonnes, confirmant que la Mauritanie n'a pas atteint ce niveau de capture depuis l'indépendance et que le stock reste dans les limites garantissant sa durabilité. Il a indiqué que le secteur s'appuie sur un système précis de gestion des pêches basé sur la distribution des quotas, de sorte que les quantités autorisées à la capture ne dépassent pas le plafond scientifiquement permis et que les opérations de déchargement et d'exportation sont soumises à un contrôle strict garantissant l'exactitude des données relatives à la production et à la commercialisation. Il a expliqué que les données sur les exportations sont fournies par la Société mauritanienne de commercialisation des poissons, tandis que l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture enregistre les quantités déchargées, ce qui garantit la fiabilité des informations concernant le secteur et limite toute variation à ce sujet. Il a affirmé que le stock de poissons pélagiques n'est pas en état d'épuisement, précisant que le taux d'exploitation actuel se situe entre 65 et 66% des quantités disponibles et que la situation de la plupart de ces stocks s'est améliorée au cours des dernières années. La ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés de la Guinée-Bissau, nous le disions tantôt, Fatimata Diawo et Mohamed Salem Ould Merzouk, ministres des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, ont eu un entretien centré sur les relations de coopération entre les deux pays ainsi que les voies et moyens susceptibles de les renforcer et de les hisser à un niveau supérieur au service des intérêts communs. Ils ont également échangé leur point de vue sur les questions d'intérêt commun. L'école de l'entrepreneuriat et l'Union nationale du patronat mauritanien ont scellé ce jour un accord destiné à renforcer le partenariat stratégique entre les établissements d'enseignement supérieur et le secteur privé. L'accord a été paraphé au nom de l'école par sa directrice générale, Mme Fatimetou Mitbrejara, et pour le secteur privé par le secrétaire général de la Fédération des banques, M. Elienchi Ould Mohamed Salah, et ce en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Cet accord vise à moderniser le système de formation de l'établissement et à faciliter l'accès des étudiants à des stages pratiques de qualité, favorisant ainsi la réinsertion dans le marché national de l'emploi.
On aborde à présent la conférence du gouvernement. Elle était animée hier par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, le porte-parole officiel du gouvernement et ses collègues des Affaires économiques et du Développement, ainsi que du commerce et du tourisme. Respectivement, Zainabou Mentahmedna a commenté les points saillants de sa communication relative à la dernière édition du programme du tourisme intérieur Mon pays, ma destination. Quant à Abdallahi Oul Suleiman ou le Cheikh Sidia, il a assuré, dans le cadre des explications relatives aux nouvelles dispositions du projet de décret sur le tarif de l'hydrocarbure, qu'il n'y a pas d'augmentation des prix des hydrocarbures au cours de ce mois. Bokar Baylaba. Prenant la parole, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdallahi Oul Suleiman ou le Cheikh Sidia, a annoncé qu'il n'y aura pas d'augmentation des prix des hydrocarbures au cours de ce mois, qualifiant cette décision d'importante pour les Mauritaniens. Il a précisé que la Mauritanie consomme principalement du gasoil et que le prix de ce produit demeure très élevé. Et il a indiqué que le 27 février dernier, la tonne coûtait $726 contre $921 aujourd'hui. Le ministre a souligné que le gouvernement continue de supporter une subvention de 70 ouguiyas par litre de gasoil, ce qui représente environ 1,150 milliard d'ouguiyas par mois. Et il a rappelé les mesures prises jusqu'à présent. Il a rappelé que les mesures prises jusqu'à présent étaient nécessaires et dûment maîtrisées. Par ailleurs, le ministre des Affaires économiques et du Développement a présenté les grandes lignes de sa communication relative à la phase 2 du programme de développement de la ville de Nouakchott, dotée d'une enveloppe globale de 116 milliards d'ouguiyas. Pour sa part, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mentahmedna, est revenue sur les principaux points de sa communication relative à la deuxième édition du programme de promotion du tourisme intérieur Mon pays, ma destination. Et elle a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'appel lancé le 24 juin 2026 par le président de la République, invitant les Mauritaniens à passer leurs vacances à l'intérieur du pays. Elle a rappelé que ce programme s'inscrit dans la continuité des résultats obtenus lors de la première édition, qui, selon elle, a généré un dynamisme économique sans précédent. S'agissant de la feuille de route, la ministre a présenté les 4 saisons touristiques prévues cette année, en tenant compte des spécificités et du potentiel touristique de chaque région. De son côté, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, le Hossein Medou, a indiqué que l'ensemble des chantiers engagés dans le cadre de la première phase du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott avaient été réalisés, à l'exception de 2 projets actuellement en cours d'exécution. Et il a annoncé que la deuxième phase du programme sera lancée dans un délai de 2 semaines. Le porte-parole du gouvernement est également revenu sur le projet de plan de réponse en matière de sécurité civile, qui constituera un cadre de référence destiné à organiser et renforcer les interventions des différents secteurs, ainsi que des organismes publics et privés impliqués dans la gestion des crises et des catastrophes. Répondant à une question relative au dialogue national, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le coordinateur du dialogue avait remis un nouveau document la semaine dernière. Et il s'est déclaré confiant quant à la possibilité de parvenir dans les prochaines semaines à un consensus entre les composants de la majorité et de l'opposition autour d'un dialogue inclusif n'excluant aucun acteur ni aucun sujet. En réponse à une question sur l'organisation des festivals, il a indiqué que le département concerné travaille sur un mécanisme visé à leur apporter un soutien à différents niveaux afin de promouvoir la culture et de renforcer la cohésion nationale. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, en collaboration avec l'UNESCO, a organisé un atelier pour l'approbation technique de la stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme et de son plan opérationnel pour la période 2026-2030. Un atelier qui vise à améliorer la qualité de l'éducation et à permettre à tous les citoyens d'accéder aux services éducatifs tout en garantissant l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation, nous dit Hapsalo. Faire reculer l'analphabétisme pour élargir l'accès à l'éducation. C'est l'objectif de la stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme pour la période 2026-2030, au cœur d'un atelier organisé ce jeudi par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en partenariat avec l'UNESCO. Dans son intervention,
Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Beytala Ould Ahmed Essoud, a souligné que cette stratégie s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées pour renforcer le développement humain. Il a rappelé que la lutte contre l'analphabétisme constitue un levier d'autonomisation, de renforcement des capacités, d'ancrage des valeurs citoyennes et d'intégration sociale, tout en favorisant une meilleure participation à la vie économique et culturelle. Élaborée selon une approche participative, cette stratégie tient compte des priorités nationales, des engagements internationaux de la Mauritanie, ainsi que des objectifs de développement durable. En visioconférence, la directrice de l'éducation au bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb, Mme Hélène Guiol, a rappelé que la lutte contre l'analphabétisme constitue un levier essentiel du développement économique et culturel. Elle a souligné que la santé, l'éducation et la participation à la vie active sont étroitement liées à ce défi, insistant sur l'importance de l'implication de l'ensemble des acteurs, notamment en faveur des femmes et des jeunes. Elle a enfin salué la contribution de la Mauritanie aux efforts internationaux de lutte contre l'analphabétisme. Et nous refermons cette édition par la commémoration hier par l'ambassade de l'État de Palestine du 78e anniversaire de la Nakba palestinienne. L'occasion pour l'ambassadeur de l'État de Palestine dans notre pays, M. Béchir Salem Abou Attab, d'affirmer que la commémoration de cette date représente une occasion de rappeler ce que le peuple palestinien a subi en 1948 avec des déplacements et l'expropriation de sa terre, soulignant que des centaines de milliers de Palestiniens ont été contraints de quitter leurs villes et villages, tandis que des centaines de villages ont été détruits lors de l'une des périodes les plus douloureuses de l'histoire du Palestine. Il a ajouté que le peuple palestinien, malgré les guerres, le blocus et les souffrances endurées au cours des dernières décennies, reste attaché à ses droits légitimes, notamment l'établissement de son État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec pour capitale Jérusalem-Est. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Le président de la République reçoit un message écrit du président de la République du Tchad et accorde une audience à la ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés de la République de Guinée-Bissau. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de suivre le processus de recrutement de 3000 fonctionnaires et agents contractuels de l'État. L'Assemblée nationale adopte 2 projets de loi portant modification et complément du statut des officiers et des personnels non officiers de l'armée nationale. C'était aujourd'hui au niveau de la Chambre parlementaire et en présence du ministre de la Défense nationale. Que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. En attendant, restez connectés sur les antennes de votre chaîne nationale, El Mauritania.